16h20, on se dirige au téléphone pour parler à Martin Vézina. Martin Vézina est vice-président aux affaires publiques pour l'association Restauration Québec. Bon après-midi, Monsieur Vézina. Bon après-midi. Ça va bien? Ben oui, vous? Oui, ça va très bien, même quand ça va mal. Et je sais que ça va mal dans le secteur pour la restauration. On dit jamais, jamais on a connu ce niveau-là. De nombre de restaurants qui ont dû fermer leurs portes parce que c'est de ça dont il s'agit. Ben oui, puis je vais faire du pouce. Là. On se rappelle, puis je me rappelle avoir fait plusieurs entrevues à votre antenne. On a eu une pandémie, on en allait à discuter là-dessus. Et pourquoi on est aussi bas? Ben c'est les effets de la pandémie puis des restrictions sanitaires. C'est qu'il y en a plusieurs qui ont fermé depuis 2020 et que non, effectivement, là, on n'a pas vu une croissance du secteur. Là. Il n'y a pas plein de gens qui se sont dit dans les dernières années là, qu'ils vont ouvrir un restaurant. Non, mais moi, je pensais que vous alliez ajouter l'inflation également, hein, parce que 2 ans, 3 ans plus tard, 2 ans et demi plus tard, on est frappé, après la COVID, on est frappé de cette inflation et les prix ont augmenté en flèche, y compris au restaurant. C'est vrai, puis oui, on a une autre crise. On a finalement plusieurs crises dans les prix. C'est toujours une des choses qui rend ça difficile. On a eu la pandémie. Après, on est toujours avec un peu de pénurie de main-d'œuvre, ce qui fait que les gens ont coupé des heures d'exploitation. Puis là, on se retrouve avec une situation d'inflation, ce qui fait que, comme vous et moi, ben les restaurateurs, restauratrices, ben ils voient les prix des denrées alimentaires augmenter. Doivent faire une gymnastique pour éviter de trop augmenter les prix au menu. Ils ont dû le faire dans les derniers temps pour pas se cacher. Mais qu'est-ce que vous voulez quand on a les prix des aliments qui augmentent, on a aussi les salaires. Comme je vous dis, on est en pénurie de main-d'œuvre pour tenir les gens qu'on a. Fait qu'on augmente leurs conditions de travail pour les garder, mais pour aussi être plus attractifs. Ben, tous ces coûts-là, on a fait notre possible pour pas les mettre dans le prix du menu. Mais des fois, il fallait le faire. Et ça cause effectivement des prix plus élevés. Et faudra peut-être aussi ajouter que ça devient décourageant pour le restaurateur qui est obligé, pénurie de main-d'œuvre oblige, de mettre la main à la pâte et de faire de longues heures. Ça devient de moins en moins intéressant pour le propriétaire. Et ça, c'est vrai ce que vous dites là. J'ai déjà eu des témoignages des gens qui ont peur le matin de leur téléphone sonne pour savoir qui ne rentre pas. Parce que ça veut dire que c'est eux, les propriétaires, qui va être au fourneau, qui devra combler cette absence-là. Et ça s'accumule dans les heures. En plus des heures de gestion pour gérer le restaurant, il y a des heures d'exploitation pour compenser des employés manquants. Ça fait de nombreuses heures à travailler. Puis oui, c'est vrai. Certains, à cause de ça, ont décidé de fermer leurs portes. Maintenant, dans des circonstances comme ça, c'est les plus forts qui vont résister et qui vont faire des affaires d'or. Est-ce qu'on connaît ça aussi, des restaurants qui vont reparaître ou qui vont étaler leur réussite parce que, profitant donc de cette situation de fermeture de la part de restaurants concurrents sur une même rue, certains, si le concurrent ferme, on a toute la clientèle pour nous de la rue. Oui, il y a quand même des gens qui réussissent bien. Faut pas rire, c'est pas parce que oui, il y a un creux dans le nombre de permis que tous les exploitants sont en difficulté. Non, il y en a qui fonctionnent bien, et les indépendants de surcroît. Oui, ça pourrait être aux notions je vous dirais, du fait qu'il y a moins de compétition dans les rues, mais aussi parce qu'ils ont un marché bien établi, des clients qui reviennent. Donc oui, c'est le cas. Maintenant, effectivement, ça fait longtemps qu'on se parle et au moins depuis avant la pandémie, mais on voyait cette pandémie avec toutes ces difficultés, n'est-ce pas, pour les restaurateurs et on disait qu'une aide gouvernementale allait être nécessaire. Est-ce que ça a
a été, parce qu'on sait ce que ça a donné, n'est-ce pas? Est-ce que ça a aidé quand même un secteur de l'effondrement total, donc ceux auxquels on assiste aujourd'hui, la difficulté à laquelle on assiste aurait pu être encore plus grave, n'était-ce cette aide gouvernementale? Oui, je vous dirais que la situation serait encore plus difficile si le gouvernement fédéral n'avait pas mis en place là, les subventions loyers, les subventions salaires. C'est ce qui a permis de soutenir l'industrie là, pendant les creux de la pandémie et ça l'a évité que plusieurs restaurateurs et restauratrices s'adaptent davantage pendant les périodes de fermeture. Donc oui, on a eu des bons programmes d'aide, notamment du gouvernement fédéral pour l'industrie. Là, on n'est plus nécessairement dans une demande d'aide. Là. Oui, on aurait préféré, par exemple, pour le compte d'urgence pour les entreprises canadiennes, d'avoir une prolongation d'une année. Là, puis que le paiement de ce prêt-là se fasse au 31 décembre 2024. Or, le gouvernement fédéral n'a pas été à cette voie. Là, je vous dirais, ce qu'il faudrait, c'est plus au niveau du gouvernement du Québec, c'est d'aller dans une déréglementation de notre secteur, nous permettre d'un peu plus respirer là, en nous permettant de mettre en place des partages de pourboires à l'intérieur de nos établissements, nous permettre de vendre du vin comme des cavistes, de pouvoir aller se procurer du vin sans nécessairement être obligé de subir le timbre de droit sur chacune des bouteilles, là, qui est un bout de papier qui limite, qui rend plus difficile l'approvisionnement en vin. Donc, c'est toutes des choses qui ne coûtent pas d'argent, au gouvernement, mais qui permettraient d'aider le secteur. Oui, je comprends les autres mesures. Il y en a une que je ne comprends pas, des revendications du secteur. C'est le partage des pourboires. Pourquoi faire? Le partage des pourboires, ça nous permettrait, je vous dirais, de rééquilibrer les charges salariales qu'il y a dans notre industrie. L'enjeu qu'on voit de plus en plus, c'est qu'on a des cuisiniers qui gagnent 22 $ de l'heure, même s'il y a eu des augmentations d'environ 33 % depuis 2019. Mais ces cuisiniers-là se retrouvent devant des gens de salle qui peuvent gagner avec les pourboires 38 39 $ de l'heure. Donc, on voit un écart important entre ces deux postes-là qui crée, je vous dirais, certaines problématiques au niveau des relations de travail. Il y a des gens qui constatent qu'ils ne sont pas rémunérés à la même valeur à cause des pourboires. Et ça nous permettrait aussi, notamment dans cette période inflationniste qu'on vit là, que les pourboires qui, eux, augmentent, parce que même si les restaurateurs augmentent les prix du menu à cause des prix alimentaires qui augmentent, le serveur, il gagne parce que son pourboire augmente. Si on augmente le salaire des cuisiniers, le serveur, il gagne toujours parce que les prix vont monter, son pourboire va monter. Alors, je n'avais pas vu ça, hein? Alors que jeune homme, j'ai travaillé dans une salle, pas comme serveur, mais au moins comme boss boy. Et le pourboire était partagé entre serveur et boss boy. Et je ne pensais pas, et là maintenant je le vois, parce que entre-temps, le pourboire a été régularisé et contrôlé par l'État québécois, n'est-ce pas? Et donc, c'est calculé seulement pour ces deux-là, c'est-à-dire le boss boy et le serveur, et n'inclut pas le cuisinier, c'est ça? C'est ça, c'est que la loi actuelle prévoit que seuls les employés de salles de service, donc les serveurs, peuvent décider d'un partage des pourboires. Bon, il est plus habituel, il est plus accepté par les serveurs de partager une partie de leur pourboire avec les commis débarrasseurs, les boss boys, parce que le travail est au quotidien, puis qu'ils voient aussi qu'avoir un bon commis débarrasseur de son côté, ça fait tourner plus de tables, donc on fait plus de pourboire. Donc, il y a un avantage là, mais dans peu de modèles, on va jusqu'à la cuisine, puisque c'est pas la décision des serveurs. Nous, ce qu'on veut, c'est de rétablir une certaine droit de gérance, c'est-à-dire que l'établissement peut mettre en place des politiques de partage des pourboires qui va rester dans les mains des employés. On veut pas que le patron il touche les pourboires. Ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qu'on veut, c'est rééquilibrer des rémunérations.
Donc, c'est sûr qu'on est prêt à mettre toute protection afin que le pourboire reste dans la poche de l'ensemble des employés. Et donc, étant donné que le gouvernement, dans ses calculs, prévoit et impute un certain niveau de salaire aux employés mais de la salle, ça voudrait dire que éventuellement, il faudra faire la même chose pour le cuisinier si ça change. Mais je vous dirais, pour ceux qui ont déjà des mécanismes de partage et pourboire qui ont été décidés par les serveurs, ben, ça existe déjà et le serveur retire ce montant-là de sa déclaration là, au fisc et c'est le cuisinier qui, lui, reste pris avec sa feuille de paye. Donc, oui, c'est déjà le cas, là, je vous le dis. Là, il n'y a personne qui va faire de l'évasion fiscale par du partage des pourboires et c'est sûr que ce ne sera pas le serveur qui paiera de l'impôt surtout le pourboire qu'il donne à quelqu'un d'autre. À quelqu'un d'autre, c'est sûr. Alors, Martin Vézina, vice-président aux affaires publiques pour l'Association Restauration du Québec, Restauration Québec, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi. Ben, merci beaucoup. Bon après-midi. À vous aussi. Au revoir.